En 2021, Orange Sénégal a tenté de bloquer Wave, techniquement mais aussi légalement. La guerre des codes USSD, un battle de coulisses que peu de gens connaissent. Et si Wave avait perdu ce combat, tu n'utiliserais peut-être pas Wave aujourd'hui. Ce que Wave avait comme arme secrète, une licence. Trois lettres EMI, établissement de monnaie électronique. Aujourd'hui, on parle de réglementation financière, de licence bancaire, de la BCAO, de pourquoi Wave peut opérer dans 7 pays, mais pas encore dans les 54 pays d'Afrique. On te montre comment tout ça impacte directement les 10 francs CFA que tu payes quand tu fais un transfert. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Jeunesse Afritech. Moi, c'est Gisèle Nopa, passionnée de finances digitales. Et ce podcast, je l'ai créé pour toi, pour le jeune Africain qui utilise la finance digitale chaque jour sans en comprendre les règles du jeu. Pour celui qui veut aller plus loin, pas juste utiliser le système, mais le comprendre, le maîtriser et en profiter pleinement. Chaque épisode, on décortique ensemble un morceau de ce système géant, les paiements, les transactions, les technologies qui déplacent l'argent dans le monde. Pour gérer l'argent des gens, une entreprise ne peut pas juste décider de le faire. Elle a besoin d'une autorisation officielle délivrée par la Banque centrale du pays concerné. Sans cette autorisation-là, elle opère illégalement et risque d'être fermée à tout moment. Dans la zone UMOA, cette autorisation s'appelle la licence EMI, établissement de monnaie électronique. C'est la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui la délivre. Qu'est-ce que ça implique d'obtenir une licence EMI? Prouver que l'entreprise est financièrement solide dont le capital minimum est requis, démontrer des mécanismes de protection des fonds des clients, mettre en place des procédures KYC, Know Your Customer, vérification de l'identité des utilisateurs avant chaque transaction, respecter les règles AML, anti-money laundering, prévention du blanchiment d'argent, localiser certaines données sur des serveurs locaux, accepter les contrôles réguliers de la Banque centrale, ce processus peut prendre des mois, voire des années. Quel est donc le parcours de Wave avec les licences? De 2018 à aujourd'hui pratiquement, Wave n'a pas encore de licence propre. Elle opère en partenariat avec UBA, United Bank for Africa, puis EcoBank. Ces banques-là prêtent leur licence à Wave. Le problème ici, c'est que Wave dépend donc techniquement et même juridiquement de ses partenaires bancaires. Si la banque se retire, alors Wave est paralysée. Et depuis quelque temps, après la demande de Wave d'obtenir sa propre licence, les autorités de la BCAO ne se sont pas encore prononcées. La conséquence immédiate ici serait que Wave n'aura plus besoin de passer par une banque intermédiaire et elle aura donc le contrôle entier sur son infrastructure financière. Encore aujourd'hui, on parle de la guerre des USSD. Les USD sont les codes, par exemple, que tu utilises quand tu tapes étoile 155, dièse, tel chiffre sur ton téléphone. Ces codes-là sont contrôlés par les opérateurs télécoms, Orange, LTN, Move pour certains pays, etc. Et en 2021, Orange Sénégal a donc modifié ses conditions pour compliquer l'accès de Wave à ces codes USSD. Stratégie classique de concurrent dominant, en fait, pour utiliser son contrôle de l'infrastructure pour freiner le rival. Parce que justement, ils savent que si Wave s'implante totalement dans le marché, ce sera très compliqué pour eux. Wave a donc contourné ce problème en développant sa propre application mobile non dépendante des codes USSD, utilisant les QR codes comme alternative. Wave, je crois bien, est déjà présent dans 7 pays. Elle voudrait être dans toute l'Afrique, alors pourquoi c'est si difficile? La réponse se tient en deux mots, la fragmentation réglementaire. Chaque pays africain a sa propre banque centrale, ses propres lois financières, ses propres exigences de licence. Une licence obtenue au Sénégal ne vaut rien au Côte d'Ivoire, rien au Ghana, encore moins au Cameroun. Concrètement, pour entrer dans chaque nouveau pays, Wave doit créer une entité juridique locale, recruter une équipe de conformité locale, déposer un dossier auprès de la banque centrale locale, attendre l'approbation quelques mois, voire plusieurs années, adapter son produit aux règles locales pour les plafonds de transactions, les taxes, l'identité, etc. et former ses agents aux réglementations spécifiques. C'est extrêmement coûteux
et chaque nouveau marché remet le compteur à zéro. L'avantage qu'a eu Wave en se lançant d'abord dans la zone UEMOA, l'Union économique monétaire ouest africaine, qui regroupe 8 pays, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, Niger, Togo, Bénin, la Guinée-Bissau, avec une seule monnaie commune, le franc CFA, et une banque centrale, la BCAO. Dans cette zone, les règles financières sont relativement harmonisées et une licence de la BCAO faciliterait vraiment, sans toutefois éliminer totalement l'expansion dans les 8 pays. C'est pour ça que Wave est en train de consolider sa position dans la zone UEMOA avant d'aller en Ouganda et en Sierra Leone où elle est déjà implantée aussi d'ailleurs. A contrario, en Europe, une banque avec une licence dans n'importe quel pays de l'Union européenne peut opérer dans les 27 pays membres. C'est donc le passeport européen. En Afrique, rien d'équivalent à cette échelle-là. Même dans l'UEMOA seulement, les processus ne sont pas totalement unifiés. C'est donc l'un des plus grands freins à la création de grandes entreprises financières panafricaines. En Ouganda, par exemple, en 2022, Wave a lancé ses services, mais le marché ougandais était plus mature, donc MTN Momo était très bien implanté. La réglementation est donc différente de celle de la BCAO et Wave a donc eu du mal à percer et à réduire ses opérations. Actuellement, Wave gagne essentiellement de l'argent sur les transferts et les retraits. 1% par-ci, 1% par-là, mais ce modèle a une limite. Il dépend uniquement du volume des transactions. La vraie vision de Wave, et c'est ce que les investisseurs ont financé d'ailleurs, c'est de devenir la super app financière de l'Afrique. Qu'est-ce qu'une super app? C'est tout simplement une application qui centralise plusieurs services dans une seule interface. WeChat en Chine en est l'exemple le plus connu. Tu peux payer, chatter, commander de la nourriture, prendre un taxi, investir même, tout dans la même application. La trajectoire de Wave vers la super app. Aujourd'hui, ce que Wave fait déjà, les transferts P2P, traitement des commerçants, achat de crédit téléphonique, le paiement des factures. Demain, ce que Wave peut faire et veut même faire d'ailleurs, les microcrédits pour les particuliers et commerçants, les produits d'épargne rémunérés, la micro-assurance, outils de gestion pour les PME, la paie des salaires, les paiements des impôts et des taxes. Chaque nouveau service est ce qu'on appelle un service à valeur ajoutée, VAS, Value Added Service. Et ces services-là peuvent avoir des marges bien plus élevées que les simples transferts. Pour atteindre donc une rentabilité maximale, Wave aura besoin de deux choses simultanément. Plus d'utilisateurs, donc expansion géographique dans plusieurs pays, et plus de revenus par utilisateur, service à valeur ajoutée. Le crédit mobile est probablement le levier le plus important. Pourquoi? Tout simplement parce que Wave a quelque chose que les banques n'ont pas, les données de transaction de millions d'utilisateurs. Wave sait exactement combien tu gagnes, comment tu dépenses, si tu es régulier dans tes paiements. Ces données-là permettent de créer un crédit score, le scoring de crédit, bien plus précis que ce que les banques peuvent faire avec des documents papier. Demain, Wave peut dire à Aminata, à la vendeuse de pain par exemple, on t'accorde un crédit de 200 000 francs CFA pour acheter ton stock, remboursable en 3 mois à 5% d'intérêt, sans qu'elle ait besoin d'aller dans une banque. C'est ça, l'inclusion financière complète et c'est le marché de demain. Et voilà, nous sommes enfin arrivés au terme de notre voyage dans l'histoire de Wave. En 4 semaines, tu as appris. La semaine 1, on a vu la bancarisation, le mobile money, le saut que l'Afrique a fait. La semaine 2, levée de fonds, série A, capital risque, valorisation, licorne. Semaine 3, le volume sur la marge, le CAC, le LTV, le ROI, l'EBITDA, l'EBIT, le résultat net. En semaine 4, licence EMI, la BCAO, la fragmentation réglementaire et la vision super app de Wave. Tu peux maintenant lire n'importe quel article sur une start-up africaine et comprendre de quoi on parle. Tu peux analyser un modèle économique. Tu peux évaluer si une levée de fonds a du sens ou pas. Mais surtout, tu comprends maintenant que Wave n'est pas juste une application sur ton téléphone, c'est une thèse carrément sur l'avenir financier de l'Afrique. Et cette thèse-là te dit et te dira, l'Afrique peut créer, financer, scaler ses propres solutions financières adaptées à ses propres réalités. Wave en est totalement la preuve. Le mois prochain, on continue avec un nouveau cas. D'ici là, dis-moi en commentaire quel aspect de l'histoire de Wave t'a le plus surpris
et quel sujet tu veux qu'on traite le mois prochain. C'était Gisèle Nopa, host du podcast Jeunesse Afritech, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. N'hésite pas à nous suivre sur nos différents réseaux et surtout ne manque pas le rendez-vous lundi 8h30 GMT+1. D'ici là, porte-toi bien, partage l'épisode à lundi sans faute. Bisous!